Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir Catherine Testa, une femme pleine d'énergie. Passionnée par la physique quantique, Catherine a travaillé de nombreuses années dans le développement durable et le digital, avant de voir sa vie bouleversée par l'optimisme. Depuis 2016, elle enchaîne les initiatives autour de ce mot. Elle crée un média écrit, des formations, des conférences, des livres, et conduit une émission radio. Bref, vous l'avez compris, Catherine ne manque pas d'idées pour nous inspirer. Mais d'ailleurs, Catherine, tu consacres aujourd'hui ta vie à défendre l'optimisme. Mais alors, quel est ton moteur, là ? Ah, je pense que mon moteur, c'était presque de la survie. Retrouver le goût de l'enthousiasme, retrouver l'envie d'agir. Et je crois que si j'étais pas partie dans l'optimisme, je serais allée éco-anxiété, collapsologie. J'aurais peut-être choisi ce courant. Et donc, être pessimiste, ça sonne adulte, être sérieux. Et puis, au contraire, l'optimisme, c'est un peu bisounours, naïf, etc. Mais alors, toi, comment as-tu réussi à concilier les deux pour être invité partout à l'international pour en parler ? Ah, alors, plusieurs choses. La première, c'est que je viens d'un domaine scientifique. Je viens du domaine du développement durable. Quand tu as travaillé sur ce domaine entre 2005 et 2015, globalement, on ne peut pas te penser optimiste naïve. En fait, en France, on a cette caricature de l'optimisme. On confond un peu l'optimisme avec la béatitude, un peu niais, tu vois, une sorte d'intellectualisme, en fait, français. Alors, l'optimisme, ça ne veut pas dire nier les problèmes, ça veut dire faire le constat des problèmes et se dire on a besoin d'optimisme, d'enthousiasme pour agir, que ce soit une transformation d'entreprise, que ce soit à titre personnel, parce qu'on se dit que voilà, notre parcours de vie ne nous convient pas forcément. L'optimisme, c'est le prérequis à toute action. Et on ne peut pas s'en moquer, en fait, on en a besoin, c'est une force motrice, en fait. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, tu nous parles d'optimisme, mais tu nous parles aussi de vulnérabilité. Ouais. Et pourquoi c'est tellement important pour nous, justement, d'avoir ces deux éléments ? Ah, parce qu'en fait, j'ai compris que pour agir, en fait, il faut se savoir capable d'eux. Et souvent, on se sent trop petit. Tu vois, moi, souvent, j'ai des gens qui viennent me dire « je ne suis que journaliste, je ne suis que RH, je ne suis que dirigeant », et parce qu'on se compare sans arrêt aux autres. Et la réalité, moi, mon enjeu, c'est de montrer que tout à chacun, moi je suis une citoyenne lambda, vraiment, est capable de faire quelque chose avec ses vulnérabilités. La réalité, c'est que je suis nulle en comptabilité, par exemple, j'ai de la dyslexie avec des chiffres, mais finalement, pour monter une entreprise, je me disais, il faut être un bon comptable, il faut être un bon vendeur, il faut être ceci, il faut être cela, parce que sur les réseaux sociaux, on a cette illusion de l'autre qui est incroyable. Moi, mon enjeu, c'est de dire, non, la réalité, c'est qu'on a tous des zones de talent, des zones de compétences, mais on est tous des petites choses qui essayent de faire quelque chose. Et montrer sa vulnérabilité, ça permet aussi peut-être d'enlever un peu, tu sais, ces réseaux sociaux, vie parfaite, famille parfaite, bien rangée, cette illusion qu'on peut avoir de la vie des autres, parce que pour agir, il faut se savoir capable d'eux, en se disant, voilà, je suis juste une petite simple personne, mais je suis capable de faire quelque chose. Et d'ailleurs, tu n'as pas l'air de tellement aimer les masques sociaux. Non, j'aime pas les masques sociaux. J'ai mis du temps, tu vois, à comprendre que je suis pas du tout à l'aise socialement. Quand je vais dans des événements, si je suis pas celle qui intervient, globalement, où tout le monde vient me parler, je suis celle qui va raser les murs, parce que j'ai un peu peur, tu vois, je suis pas à l'aise, je suis plutôt une timide, je suis une introvertie. J'ai mis du temps à me dire, mais non, moi j'adore être derrière mon ordinateur et exprimer qui je suis. Souvent, on me dit, c'est marrant, tu es comme ce qu'on voit sur les réseaux. Oui, ça me paraît normal. Alors que tu sais, tu vois, quand tu vas un peu, parfois sur LinkedIn, mais parfois sur tous les réseaux, tu as l'impression que voilà, tu as des gens qui ont des postes incroyables dans toutes les entreprises. Et tu te dis, c'est juste, tu vois, c'est des casquettes qu'on se met. Et cette forme d'authenticité, en fait, qu'on va chercher chez l'autre, ça court-circuite un peu tout ce qui peut être. Parfois, on va se parler parce qu'on a des bons métiers, on a des bonnes carrières, etc. Moi, ça fait longtemps que j'ai mis ça de côté, en fait. Et je parle à des gens, en fait. Et cette vulnérabilité, j'adore. Tout le monde est vulnérable. Tout le monde nous exprime des vulnérabilités. Mais alors, quel conseil tu nous donnes pour arriver à exprimer de manière confortable nos vulnérabilités? Alors déjà, il faut les connaître. Faut les connaître, tu vois. Moi, j'ai mis du temps à les accepter en me disant, non, moi, allez, au-delà de 2 personnes dans un rendez-vous,
panique presque, allez 3-4 ça va, mais au-delà de ça, faut les connaître, faut se dire c'est pas parce que je ne sais pas faire quelque chose, c'est pas parce que j'ai cette vulnérabilité que ça va m'empêcher, parce que je vais pouvoir avoir des stratégies de contournement. Moi par exemple j'ai un trouble j'ai un trouble je sais même pas le dire, tu vois. J'ai un TDAH en fait, alors bon pour ceux qui vont comprendre, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité, ça veut dire que je peux partir facilement dans le décor, je peux procrastiner, c'est un schéma mental. Une fois que je l'ai accepté, je me suis dit, mais ils sont où les autres qui ont ça, en fait? Et c'est là où je me suis dit, il faut le dire en disant, c'est une particularité, en fait. Mais on a tous des particularités, c'est une couleur, mais c'est pas nous en entier. On a tous des vulnérabilités, mais en parallèle, on a tous des forces. Alors voilà, soyons à l'aise avec ça, une fois pour toutes. Et je dis souvent, toi imparfaite, moi imparfaite, ou moi imparfaite, toi imparfaite, tout va bien dans ce cas-là, on va pouvoir échanger et bien se comprendre. On va y arriver. On va y arriver. C'est d'ailleurs que tu penses aussi de ce côté politiquement correct, ce côté policé, on aseptise. En fait, tu vois, on aseptise beaucoup les mots. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est plus politiquement correct de dire qu'on est gros. Tu vois, alors moi, je peux le dire, tu vois. Alors, je vais pas le dire comme ça forcément, mais tu sais, on contourne. Mais en fait, c'est pas le poids des mots qui est important. Il faudrait qu'on soit gros, petit, grand, qu'on ait un trouble, handicapé, un trouble de la santé mentale. En fait, c'est des couleurs. Quand on sait qu'une personne sur 5 a un trouble de la santé mentale aujourd'hui, ils sont où tous ceux qui s'expriment? Et pourquoi on se sent si seul, en fait, quand on a une caractéristique où on se dit, mais pourquoi on ne voit pas les autres? C'est tout simplement parce que les autres ont communiqué sur leurs forces au lieu de communiquer sur leur vulnérabilité. Je me dis que le monde irait beaucoup mieux si on se disait... tous vulnérables, tout va bien, surtout dans une société actuellement, je veux dire, le monde y bouge, la planète elle tremble, les entreprises elles tremblent, tous les salariés sont secoués. Aujourd'hui, qui n'est pas secoué, qui ne craint pas pour quelque chose en fait. Par contre, on a la capacité, c'est pour ça que je reviens un peu avec l'optimisme, une fois qu'on se dit ok, on fait un constat et après on retrouve le goût de l'enthousiasme en fait, et en s'enlevant un peu ces idées de perfection. J'ai pas rencontré quelqu'un de parfait encore. Et d'ailleurs, par rapport à l'optimisme, comment fais-tu particulièrement en ce moment, on a quand même un peu la totale. Ouais. Et donc, comment on fait justement en étant concret et pas bisounours pour traiter le sujet de l'optimisme? En fait, on commence déjà par se dire qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les sujets du monde, en fait. Non. On commence par accepter ceux pour lesquels on ne va pas agir, parce que moi, il y aurait 1000 combats, en fait. Hein, tu vois, limite, je pourrais ne parler que du trouble de l'attention, tant je pense que c'est important aujourd'hui de le dire, et tant finalement, quand je communique dessus, les gens viennent me voir là-dessus. Mais derrière, il faut choisir sa cause, en se disant, ok, j'espère que d'autres vont prendre les autres causes. Il faut choisir sa cause, la connaître, et derrière, contribuer. C'est-à-dire que tu vois, souvent je dis que l'optimisme c'est le prérequis à toute action, hein, que tu ailles sur un cours de tennis, que tu changes de compagnon, de compagne, ou que tu changes de boîte, de cursus. Et c'est tout simplement de se dire ok, sur quoi est-ce que j'agis à un instant T, pas en se mettant les œillères du reste du monde, mais de se dire moi je contribue. Et du coup c'est parce que je vais agir sur un sujet que je vais voir un ROI, un retour sur investissement, où je vais me dire mais je contribue à une toute petite échelle, c'est pas grand-chose, mais je fais quelque chose. Et contribuer, c'est se lancer dans un projet associatif, c'est dans son entreprise, c'est dans son couple, c'est dans sa vie sociale, c'est dans son c'est dans son asso, c'est partout en fait. Et c'est pas la peine de se dire qu'on va changer le monde en communiquant sur les réseaux sociaux, tu vois, tout le monde. C'est pas la vocation de tout le monde quand même, faut le dire. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu apportes comme élément, comme matière aux entreprises aujourd'hui qui t'appellent pour remettre de l'optimisme? Je pense que j'apporte un regard décalé, en fait. Tu vois, avec l'optimisme, il y a beaucoup de self-empowerment, tu vois, allez, on va y aller, en fait, tu vois, du leadership au féminin, de ça. Et moi, j'arrive avec un regard décalé en disant, mais regardez le monde, en fait. Regardez comment on est biaisé par notre regard qu'on peut avoir sur l'actualité, notre regard qu'on peut avoir sur les autres. Moi, la QVT, la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est fondamental pour moi, parce que c'est une déclinaison à la fois de la RSE, mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans maintenant. J'ai l'impression que tout le monde agit, parce que mon algorithme me montre ce que j'ai envie de voir, en fait. Et par contre, il y a des sujets que je vois pas du tout en ce moment, parce que ils passent pas dans mon algorithme. Et donc,
pour être optimiste, c'est aussi se nourrir finalement d'émissions comme la tienne, de personnalités qui avancent pour se dire « Ah, je sais que ça va pas, mais il y a des gens qui agissent en fait, et moi, sur quoi je peux agir ?» Donc c'est contrôler sa consommation déjà de réseaux sociaux. C'est terrible à le dire parce que voilà, j'interviens sur les réseaux sociaux, mais c'est voilà, s'entourer de personnes inspirantes, voir aussi la beauté chez les gens. Tu sais, on est souvent dans la critique. Ah, il fait ça, mais regarde, il s'est pas rendu compte de ça. Mais toute personne qui agit à un instant T, elle est elle-même en train d'apprendre. Donc elle se rend compte in fine au fil des années de ses propres limites et d'avoir ce regard un peu magique sur l'autre en se disant voilà, je vais m'enthousiasmer de ce que l'autre fait, même si je ferai pas pareil. Il agit à son échelle. Donc c'est vraiment transformer son regard et c'est pour ça que l'optimisme, ça se travaille en fait. Tu vois, c'est au quotidien choisir en fait ce qu'on consomme et agir. C'est vraiment la combinaison entre les deux et pas agir que pour soi, agir pour le collectif. Parce que on est dans une société où on est de plus en plus seul en fait. Tu vois, les réseaux sociaux, le fait qu'on mange chez soi parce qu'on commande Uber Eats pour ceux qui sont dans des villes, qu'on regarde Netflix, tu vois, finalement on est de plus en plus isolés. Ce qui nous rend heureux, ça a été prouvé, c'est le lien social en fait, c'est rencontrer les autres. Donc un des vrais conseils, et je sais qu'on est à la mode du télétravail, que tout le monde alors le télétravail, toute mon équipe est en télétravail, mais aller rencontrer des gens, on échange des molécules, on échange des sourires, on échange bien plus que juste de l'information et c'est ça qui nous rend heureux, c'est de transformer le regard qu'on a sur l'autre. Mais Catherine, tu es d'accord que tu es écrivain aussi? Oui. Tu as écrit des best-sellers. Oui. Donc, oser être soi au travail. Mais alors, maintenant que tu les as écrits, qu'est-ce que tu peux partager avec nous comme clé pratique pour oser être soi partout? Ça va être de dire les choses. De dire je suis ça en fait, mais derrière j'ai ça. Donc c'est de connaître ses forces, on drafte ses forces d'abord, et derrière on exprime sa vulnérabilité. Mais c'est le binôme entre les deux, tu vois. C'est j'ai un trouble de l'attention, par contre je bosse vachement vite, donc je compense. Par contre je suis ceci, je suis cela, et du coup ça va être de l'exprimer en fait comme ça et de se savoir capable, parce que en fait souvent à l'enfance, on a pu nous dire mais je sais pas, tu sais faire du dessin, le dessin c'est pas intéressant, faut faire des mathématiques. Enfin voilà, on a été nombreux à peut-être être nourris de ça et ça dépend de la famille dans laquelle tu tombes. Et du coup, on a pu mettre nos propres talents très loin en fait, ensevelis un peu sous la terre et on oublie qu'on est capable de faire ça. Donc le premier switch, il est moral en fait, il est mental, il est dans la tête. Si on est en déficit de confiance soi-même, on va pas oser s'exprimer. Parce qu'on va avoir peur du rejet, on va avoir peur de dire sa vulnérabilité. Finalement, c'est facile pour moi, pour des artistes, pour d'autres personnes. Une fois que finalement, tu es dans ta zone de talent, tu peux dire toutes tes vulnérabilités. Pourquoi tous les chanteurs sont en train de dire qu'ils sont dyslexiques, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, ou pourquoi les dirigeants osent exprimer, c'est parce qu'ils n'ont pas cette peur-là. Donc l'enjeu, c'est d'abord de travailler sur sa peur, se faire accompagner. Moi, j'étais en retard aujourd'hui parce que j'étais chez mon psy. Mais du coup, tu vois, se faire accompagner par des coachs, des psys, des collègues, des mentors, peu importe en fait. Mais travailler sur soi pour se mettre au service du collectif. Travailler sur soi, c'est pas égoïste en fait. C'est mieux se connaître pour se dire se mettre au service du collectif. Et oui, et un groupe, il est d'autant plus intelligent. Ça a été montré que les personnalités sont différentes à l'intérieur du groupe, que tu as des backgrounds culturels différents, que tu aimes des musiques différentes, que tu as des passions différentes, que tu es blonde ou brune, que tu parles trop vite, tu vois. Peu importe, en fait, c'est cette différence qui rend le groupe plus fort à partir du moment où on sait s'écouter, à partir du moment où on trouve que l'autre, on comprend que l'autre, c'est pas parce qu'il est différent, qu'il n'est pas merveilleux, en fait, et que c'est cette différence qui va être apprenante pour nous, parce qu'on est dans une société du rejet de l'autre qui est un peu différent, tu vois. Tu parlais du handicap tout à l'heure, mais c'est un peu ça. On se dit, les différents, du coup, pas pareil, on connaît pas comment faire, en fait. C'est sûr. Et à partir du moment où c'est évident pour tout le monde, ça simplifie les échanges. C'est sûr. Donc, merci beaucoup, Catherine, de nous permettre en fait, d'être nous-mêmes, d'accepter nos vulnérabilités, tout ça, c'est profondément inspirant. Merci beaucoup.